Jean-Pierre Molny, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Vous travaillez sur les domaines de la défense, de l'Europe de la défense, de l'OTAN, des industries d'armement. Et surtout, vous dirigez le groupe ARES, un réseau de chercheurs européens sur les questions de défense, plus particulièrement industrie de défense. Alors notre entretien aujourd'hui va porter, disons, sur les enjeux budgétaires et les éventuelles conséquences de la crise du Covid-19 sur ces budgets. Alors, première question, la crise du Covid a commencé à avoir des impacts en Europe au début de l'année, janvier, mars, et donc finalement les budgets qui sont votés à cette rentrée sont les premiers budgets de post-Covid. Et on remarque que les dépenses de l'OTAN sembleraient continuer à augmenter, et on est même sur la 6e année consécutive d'augmentation des budgets militaires des pays de l'OTAN. Alors, est-ce que les dépenses militaires, les dépenses de défense vont échapper à la crise du Covid ? Déjà bonjour et merci de cette invitation. Bon, les statistiques dont on dispose actuellement sur les budgets de défense, c'est plus sur des budgets de défense 2019 ou les budgets 2020 votés. On n'a pas, par exemple, les budgets 2020 exécutés. Donc il est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer sur l'évolution des budgets de défense en période de Covid-19. Ce qu'on peut voir pour le moment sur un certain nombre de pays, c'est déjà les projets de loi de finances 2021. Et pour un pays comme l'Allemagne, par exemple, pour la France, également Pays-Bas et République tchèque, on ne voit pas pour le moment de réduction des budgets de défense. Mais c'est sûr qu'on sort d'une période qui est la période 2015-2019, qui est une période d'augmentation des budgets de défense, parce qu'on a eu deux crises, j'ai envie de dire, simultanées en Europe. Le terrorisme, et ça c'était valable surtout pour la France avec les attentats de 2015, et puis la crise de Crimée en 2014, et c'est ce qui a expliqué cette remontée des budgets de défense des pays de l'Union européenne, alors que ceux-ci étaient stables, voire diminuaient les années précédentes. Alors, sur le sujet des budgets de défense, il y a quand même eu un précédent en Europe il y a 12 ans, avec la crise économique de 2008. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on pourrait tirer de cette crise vis-à-vis des budgets de défense ? Alors, en ce qui concerne les budgets de défense, ce qu'on a vu en 2008, c'est qu'il y avait une réaction qui était différente selon que les pays avaient une industrie d'armement ou n'avaient pas d'industrie d'armement. Quand vous avez une industrie d'armement, la tendance, c'est tout au moins les premières années, à essayer de soutenir le budget de défense, parce qu'il y a tout simplement une question d'emploi. On avait bien vu, par exemple, en France, en 2008, il y avait eu un plan de relance de la défense pour soutenir l'activité économique. Chez les autres pays, on avait une diminution des budgets de défense. Mais au bout d'un certain temps, y compris en France, on avait également une réduction des budgets de défense. Donc il y avait un effet, effectivement, déflationniste sur les budgets de défense au moment de la crise de 2008. Alors, vous évoquez des réactions différentes selon si les pays ont l'industrie d'armement ou pas. En France, on en a une d'ailleurs plutôt complète, et on a surtout une loi de programmation militaire qui a été votée ici en 2018 et donc qui porte sur la période 2019-2025. Est-ce que cette loi de programmation militaire, elle va avoir un rôle stabilisateur pour les efforts de défense ? Et est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les raisons qui ont amené à cette LPM ? Déjà, effectivement, la loi de programmation militaire 2019-2025. C'est une loi où on voit effectivement les dépenses militaires augmenter. Il y a plusieurs causes à cette augmentation. D'abord, il y a la situation internationale, on en a déjà parlé. Il faut bien voir qu'en 2015, notamment, on était dans une période de déflation des effectifs, et du fait du terrorisme et du fait de l'opération Sentinelle, il a fallu arrêter cette déflation des effectifs et au contraire recommencer à avoir plus de soldats, à accroître le format de l'armée française, ce qui n'était pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'était plutôt au contraire déflation des effectifs et maintien, voire augmentation des dépenses d'équipement. La deuxième cause, c'est qu'on a eu beaucoup d'opérations extérieures, donc des matériels extrêmement fatigués, et on s'est aperçu qu'on avait un budget de maintien en conditions opérationnelles des forces qui était limité.
En fait, on était dans une situation où on avait un budget de maintien en condition opérationnelle qui était fait pour un temps de paix, alors qu'en réalité, on était en temps de guerre. Et donc nos matériels, en fait, n'étaient plus disponibles, n'étaient plus utilisables. Donc il fallait vraiment faire un effort à ce niveau-là. Il fallait faire également un effort pour les soldats, parce que vous aviez un effet de saturation entre sentinelles, les opérations extérieures. Et il y avait véritablement une question de conditions militaires qui commençait à se poser. Et puis naturellement, il faut quand même à chaque moment penser au renouvellement des matériels, des générations de matériel, développer des programmes nouveaux. Donc on a eu effectivement une loi de programmation militaire en hausse, avec une augmentation du budget de défense, donc qui doit être prévu sur la période 2019-2025. Maintenant, on a une clause dans cette loi de programmation militaire qui fait qu'il y a une révision à mi-vie qui doit se faire l'année prochaine, et que d'autre part les crédits budgétaires sont prévus pour les premières années, mais ils ne sont pas prévus pour les années 2024-2025. Donc tout ça doit être revu l'année prochaine. Et pour rebondir sur cette clause de revoyure, comment est-ce que vous anticipez un peu les débats, les discussions au Parlement et dans Alors, déjà avant le Parlement, il y a quelles sont les décisions qui vont être prises concernant la révision de la loi de programmation militaire. Ce qu'on peut penser, c'est que tant qu'on sera en période de Covid-19, ça jouera un rôle positif pour maintenir le budget de défense, parce qu'il faut justement soutenir l'activité économique. Donc ce que je pense, c'est que le budget 2021, c'est déjà le cas, et le budget 2022 seront sans doute préservés. Maintenant, ça c'est l'effet positif à court terme. Mais il y a un effet négatif à long terme du Covid-19. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va quand même falloir payer la note. Et la note, ça va être la question du remboursement de la dette. Le dernier point, c'est qu'on a une échéance électorale importante en 2022. Donc ce que je pense, c'est que le budget sera certainement préservé jusqu'à 2022. Après, on entre dans une période d'inconnu. Et donc je ne suis pas certain que la trajectoire qui est prévue initialement dans la loi de programmation militaire sur les années 2024-2025 soit maintenue, d'autant plus que les chiffres n'ont pas été donnés dans la loi de programmation militaire. Et ce qu'on peut craindre très clairement, c'est au moins que la loi de programmation militaire ne soit peut-être pas, la trajectoire ne soit pas maintenue sur les périodes 2023-2025, et peut-être même une réduction du budget de la défense à cette époque-là. Il faut véritablement anticiper cette question, parce qu'il faut bien voir qu'à un moment, tout simplement, tout ça va être... C'est quand même les Français qui vont trancher en 2022 lors des élections. Et c'est vrai que si on doit leur poser la question à ce moment-là, qui va se poser beaucoup plus clairement qu'elle ne l'est aujourd'hui, entre hôpitaux et dépenses d'armement, dépenses militaires, ils choisiront sans doute les dépenses en faveur des hôpitaux. D'accord. Alors, pour poursuivre un peu sur cette LPM, on sait que le modèle d'industrie française d'armement, il repose sur un équilibre entre les exportations et les commandes nationales qui sont prévues dans la LPM. C'est notamment le cas pour le Rafale. Est-ce que la situation du Covid va avoir une conséquence sur les exportations, et donc peut-être sur la LPM ou sur la pérennité des industries d'armement, et si oui, à quel horizon ? Alors, on est sur un modèle, je dirais une sorte de business model français de l'industrie de défense, qui est grosso modo 2/3 des commandes, c'est l'armée française, et 1/3 des commandes, c'est l'exportation. Et avec cet équilibre-là, on peut dire que l'industrie de défense continue à être compétitive. On a même passé une période où le volume des exportations, ces 5-6 dernières années, était plus important. Dépassait le pourcentage des 1/3. On est dans la situation à l'heure actuelle, c'est que le Covid-19 pose un certain nombre de difficultés sur les exportations,
D'une part, vous avez la fermeture des frontières, tout simplement. Il faut que vos matériels puissent être exportés, ce qui n'est pas si simple que ça quand vos frontières sont fermées. Et puis vous avez tout simplement les commerciaux qui ne peuvent plus voyager. Donc vous avez un premier phénomène qui est tout simplement un ralentissement des négociations sur les exportations d'armement, des contrats d'armement. Vous avez un ralentissement à ce niveau-là. Vous avez un deuxième phénomène qui est le phénomène notamment sur les pays du Golfe, des questions du prix du pétrole. Alors ce qu'on peut voir pour le moment, c'est une indexation véritablement très claire des prix du pétrole sur la crise du Covid-19. Mais une indexation en temps réel, c'est-à-dire que les prix du pétrole ont baissé entre mars et juin, ils ont remonté entre juin et fin août, et ils sont en train de rebaisser de nouveau. Or, il est évident que ces recettes pour l'instant du pétrole, c'est ce qui permet aux pays du Golfe d'acheter des armements. Donc là, on peut voir effectivement un phénomène négatif sur le volume des exportations d'armement. Sur le trait, je dirais, le moyen-long terme, la difficulté qu'on va avoir, c'est tout simplement que ce phénomène de réduction des budgets de défense lié au remboursement de la dette, il va certainement affecter au moins tous les pays occidentaux. Et donc, effectivement, la compétition sera certainement plus âpre à horizon 2023-2024. Et en attendant, on peut avoir ces phénomènes un petit peu de yo-yo liés aux effets du Covid-19. Alors là, vous nous avez envoyé dans les pays du Golfe, mais vous avez ramené sur les pays occidentaux. Et moi, je vais plus précisément nous ramener sur l'Europe. Est-ce qu'on peut craindre que la crise du Covid et ses conséquences économiques aient des conséquences également pour les coopérations européennes dans la défense? Est-ce qu'on va avoir finalement un regain des projets européens ou peut-être au contraire un retour vers le national ou pourquoi pas les deux? Alors, ce qu'on avait vu en 2008, il y avait un appel à la mutualisation justement des capacités, donc au développement des programmes d'armement en coopération, et en fait, on avait eu l'effet inverse. On avait eu plutôt une renationalisation des politiques de défense, tout simplement dans le cadre des politiques de soutien aux industries de défense. On peut avoir le même phénomène avec quand même peut-être une différence, c'est qu'on a potentiellement un incitateur très fort à la coopération en matière d'armement européenne qui n'existait pas en 2008. C'est le Fonds européen de défense. Et à ce niveau-là, le Fonds européen de défense, donc, il a été conçu pour améliorer la compétitivité des entreprises de défense européennes, pour accroître la coopération en matière d'armement. Je pense qu'il va falloir se poser la question si on ne peut pas utiliser le Fonds européen de défense comme finalement une sorte de plan de relance européen et en essayant justement d'inciter les pays européens à coopérer, mais peut-être à coopérer sur des projets très structurants, c'est-à-dire peut-être à réorienter l'équilibre interne du Fonds européen de défense de manière à soutenir le lancement de coopération européenne dans le domaine de l'armement. Et ça n'existait pas en 2008, et on peut espérer, il faut espérer que ce soit un facteur positif. Monsieur Molny, merci beaucoup. Je crois que c'est un entretien qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair et surtout de comprendre que finalement, dans le domaine de la défense au moins, les conséquences ne sont pas forcément immédiates ou au moins pas toutes immédiates et qu'il va peut-être falloir attendre notamment 2022 en France mais aussi 2023-2024 pour voir toutes les conséquences de la crise du Covid sur les budgets de défense. Merci beaucoup. Merci.